Bienvenue dans cette édition de mon ciné balado. Action de grâce américaine, tel un repas corpulent américain, on a une offrande assez corsée cette semaine, n'est-ce pas Jean-François? Oui, tout à fait. Il y a, pour tous les goûts, je pense que c'est vraiment le mot-clé qu'il y a un peu à chaque action de grâce, à chaque Thanksgiving. Là, on est dans le drame, dans l'horreur, dans la famille. Il y a de tout pour tous les goûts, comme on dit parfois. Alors, cette semaine, on va en Colombie avec le film Encanto, nouvelle production de Disney Animation. On survole l'Italie des années 80-90 avec House of Gucci. Et bien sûr, on va de Charlemagne à Las Vegas avec Aline, film inspiré de la vie de Céline Dion de Valérie Lemercier. Un film quand même un peu controversé. Donc, on a hâte de vous jaser de tout ça dans cette émission-ci. Quand même des petites choses intéressantes en termes d'actualité et bande-annonce. Donc, peut-être commencer par l'annonce d'une nouvelle édition des Trois Mousquetaires à très, très gros budget avec un gros casting qui pique quand même ma curiosité. Oui, tout à fait. C'est Martin Bourboulon qui est derrière le projet, qui n'a pas une si grande feuille de route jusqu'à présent. Il a entre autres fait les comédies Papa ou Maman, là, Oui. 1 ou 2. 1 et 2, pas ou 2. Puis, il y a le drame historique Eiffel, sur la tour Eiffel, qui est complété. Il n'a juste pas encore vu le jour tout à fait, là, je pense à cause de la pandémie. Il devrait être sur nos écrans au Québec là, en 2022. Fait que, ouais, c'est un gros projet en 2 films. C'est sûr que ça rappelle un peu Mérine ou Che, là, qu'on avait fait en 2 volets. Puis, petite parenthèse, justement, c'est l'avantage de tourner les 2 parties d'un coup, finalement. Tu sauves sur les frais, puis ça enlève un certain stress au réalisateur, comme pourrait témoigner Denis Villeneuve, probablement. Vraiment. Mais, superbe distribution, comme tu dis. François Civil, peut-être si vous connaissez le cinéma français un peu, les noms vont vous... vous allez avoir un visage sur les noms, mais sinon, fiez-vous sur nous, là. C'est un gros casting. François Civil dans le rôle de D'Artagnan. Eva Green pour Milady, les 3 autres mousquetaires, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, Romain Duris dans Aramis, qui va être aussi dans le film Eiffel, et Pio Marmaille en Porthos, et le roi Louis XIII, ce sera Louis Garrel, qui a un visage assez sévère, moi je trouve. Ouais, casting vraiment intéressant. J'ai hâte de voir si la chimie va opérer entre tous ces gens, mais j'ai bien hâte de voir. Ouais, c'est ça. Moi, les infos que j'ai vues, c'est 85 millions. Je sais pas si c'est ce que tu avais aussi. Je sais pas si c'est en US ou probablement en US en fait sur le site où on a trouvé l'info. Là, fait que un petit peu moins d'euros, faites la conversion. Mais ouais, en 2 volets, j'imagine que ça va nous faire un genre de 4h30 probablement de saga de l'adaptation d'Alexandre Dumas des Trois Mousquetaires. On a annoncé la date de sortie des 2 volets pour la France, justement. C'est le 5 avril 2023. Alors, c'est pas cette année, il faut être patient encore. Et le 2e volet, donc les Trois Mousquetaires Milady, devrait prendre l'affiche là, pour Noël 2023. Fait que... donc, les 2 la même année. Ouais, c'est ça, exactement. 8 mois d'intervalle, l'un au printemps, l'autre en décembre. Ça arrive qu'il y a des films français, surtout de grande ampleur, et là, on n'a pas l'info, mais ça pourrait l'être pour ceux-là, là, qu'on a la même date que la France. Sinon, souvent, comme vous avez vu, c'est quelques semaines, voire quelques mois plus tard, mais ça se pourrait si un distributeur ici acquiert les droits et se laisse tenter par le jeu des dates puis d'annoncer d'avance et tout. Alors que des fois, on attend de voir les résultats, puis après, on fait les négociations. Écoute, avec un titre tellement connu, une histoire qui a traversé ici, évidemment. Donc, j'ai bon espoir que ça va être diffusé sur nos écrans. Ouais, puis les dernières adaptations, c'était plus américaine. Ouais. Il y en avait une, il y avait Gérard Depardieu, mais c'était quand même américain, c'était pas français. Bonne question. Là, Je me souviens plus. Moi non plus. Ah. À quel point ça a été marquant. Ouais, écoute, on a presque 2 ans. On a 1 an et demi pour faire nos recherches. Moi, je voulais faire un petit retour sur Ghostbusters Afterlife parce que j'ai su, après avoir vu le film, que c'est la jeune comédienne McKenna Grace qui interprète la chanson de générique de fin qui s'appelle Haunted House, qui est vraiment une bonne petite toune assez ambiante. Donc, vraiment de tous les talents, cette jeune comédienne-là. C'est incroyable. Puis est-ce que, là je te prends brûle pour point, mais est-ce que tu sais si elle est dans un groupe ou quelque chose comme ça? Parce que c'est pas Finwood
Dark, justement, Ouais, qui a un ouais. groupe de musique. Non, elle chante seule. Là. Elle s'assume ce que j'ai pu voir un peu. Là, je pense qu'elle a fait quelques chansons qui sont disponibles sur ses réseaux sociaux et compagnie. Donc, à suivre, voir si elle aura une carrière également de chanteuse et de comédienne. Ça va être à suivre. Ben écoute, je vais retourner le voir juste pour écouter le générique au complet cette fois-là. Sinon, tu peux juste l'écouter sur YouTube aussi. Et puis, on avait écoute, un peu plus de nouvelles concernant tout ce changement de date-là, de branle-bas de combat chez les productions Marvel. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. Évidemment, plusieurs films avaient été décalés de quelques mois. Et bien, c'est en lien avec une blessure de la comédienne Letitia Wright, que j'avais lu qui s'était blessée au mois d'août pendant le tournage du deuxième volet de Black Panther, mais on n'avait pas eu un peu plus d'informations, mais finalement, sa blessure semblait être plus grave qu'on l'avait annoncé. Donc, elle souffre vraiment de syndrome d'une commotion cérébrale, également d'une fracture à une épaule. Alors, on a même mis le tournage en arrêt. J'ai l'impression qu'on avait finalement réussi à tourner tout ce qui devait être tourné avec les autres. Parce que souvent, quand une vedette se blesse, ben, on va changer un peu le calendrier de tournage. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il doit juste lui rester ses scènes à elle. Alors, le tournage va reprendre en janvier. Alors, c'est qui explique pourquoi on a décalé le film de juillet à novembre. Ouais, puis ce qu'on jasait, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas juste décalé Black Panther? Mais comme il était dû pour juillet, on imagine que Disney voulait pas sortir Doctor Strange en mars, puis avoir un trou en juillet, qui est une très grosse période de blockbusters américains et de films de super-héros depuis 15 ans. Là. Tout à fait. Fait que c'est pour ça qu'ils ont préféré avoir un trou en mars, puis amener Doctor Strange cet été. Ouais. En fait, il va être au mois de mai, puis c'était lui de mai qui décale en juillet, c'est ça. J'ai oublié un des dominos de l'échiquier. Tout à fait, c'est ça. Parce que mai aussi est une date, évidemment, très significative pour les films de super-héros. Le premier week-end de mai, qui est le Free Comic Book Day, un événement là, entourant la bande dessinée américaine. Donc, depuis 15-20 ans, là, je pense depuis le premier Spider-Man, en fait, en 2002, on a toujours un film de super-héros cette fin de semaine-là. Sinon, bande-annonce, en fait, on n'est pas tant un bande-annonce, quasiment un court-métrage, on peut appeler ça ainsi. Mais pour ceux qui sont impatients de voir Jurassic World Dominion, on a de quoi se mettre sous la dent un peu. Oui, il l'appelle le Jurassic World Dominion Prologue, donc une prélude, fait que c'est comme la mise en bouche du film. C'est disponible là, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça dure à peu près 5 minutes. Puis ça nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé un peu à la fin de Fallen Kingdom, c'est ça, ouais. Et que ça commence, là, on voit un petit la moitié du 5 minutes, là, c'est des dinosaures qui se tapochent. Puis après ça, on tombe dans le contemporain, puis ça nous rappelle, c'est vrai, les dinosaures se sont un petit peu sauvés après ça. Fait qu'ils risquent d'en avoir parmi nous. C'est ça, un peu partout sur la Terre, et notamment dans un cinéparc. Puis ça m'a rappelé que Colin Trevorrow, qui était le réalisateur du premier Jurassic World. C'est pas lui qui a fait Fallen Kingdom, mais c'est lui qui revient pour Dominion. Et il avait aussi fait un court-métrage qui s'appelle Battle at Big Rock, donc Bataille au Gros Rocher, qui avait sorti en 2019 aussi sur la chaîne YouTube de Jurassic World, qui était aussi un après Fallen Kingdom avec des dinosaures là, dans un camping cette fois-là. Fait que vous pouvez aller regarder aussi, c'est plus un 8-9 minutes celui-ci. Là. Fait que c'est ça nous rappelle que là, les dinosaures vont être partout sur la Terre ou peut-être plus aux États-Unis. Là. Ouais. Ça dépend comment le film va vouloir traiter ça. Fait que ouais, c'est une mise en bouche pour Jurassic World qui, on est rendu au 3e volet, c'est au mois de juin, le 10 juin 2022, donc dans 6 mois. Et je trouve ça quand même le fun, parce qu'habituellement, ce genre de trucs-là, on les garde en exclusivité souvent pour IMAX, on les présente en avant d'un film. Mais là, c'est vraiment accessible partout, là, sur YouTube. Je pense qu'il y avait eu un premier tease pour IMAX, pour là, je sais pas quel film, là, ça devait être un lien entre une autre sortie de Universal. Puis là, maintenant, il est ouvert au grand public. Là. Ils veulent quand même attirer tout le monde pour le cinéma, mais ils vont sûrement avoir d'autres exclusivités IMAX pour ce genre de grosses productions. Tyrannesque, non, je sais pas, j'essaie de faire un jeu de mots avec des dinosaures. Non, c'est très, très, très bien dit. Alors, pour ceux qui aiment les dinosaures et cet univers-là, allez voir ça. Ça serait plus titanesque, c'est ça? Pas tyrannesque, moi. Je sais tyrannosaure, mais... ouais.
Donc, moi, j'ai bien apprécié. En tout cas, j'ai bien aimé la petite séquence dans le cinéparc. Je trouvais que c'était très bien fait. Je suis content que le réalisateur original revienne, honnêtement, parce que je pense qu'il avait fait un très bon boulot avec le premier. Là, on s'entend que c'est pas un grand film, mais c'est visuellement quand même spectaculaire, ce qui manquait au deuxième. Ouais, ben le premier avait aussi tout le côté nostalgie qui était revenu. Tu sais, on parlait de Ghostbusters, justement. Ben, c'est un peu ça. Là, ça s'est peut-être essoufflé dans le deuxième. Puis c'est voir si lui qui doit être vraiment un amateur, un amoureux de la série et peut-être des dinosaures, s'il va être capable d'insuffler ça. Puis tu sais, on sait pas trop, j'imagine qu'on va encore avoir Chris Pratt. Puis tu sais, la bande-annonce nous laisse... On voit pas les personnages, là, c'est pas ça. C'est complètement d'autres histoires avec des dinosaures, mais... Ouais, mais est-ce que Chris Pratt, est-ce que Bryce Dallas Howard va revenir? Tout le monde revient, puis même les comédiens originaux, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum aussi. OK, fait que ce sera pas juste le petit clin d'œil au tribunal. Non, là, c'est le match ultime royal, tout le monde revient. Donc... je sais pas s'ils vont trouver des vieilles Jeeps vertes fluo pour se déplacer. Sûrement qu'il va y avoir un clin d'œil. Tant qu'il n'y a pas... Ouais, je sais pas s'il va y avoir des clins d'œil aussi aux deux, justement, parce que on se souvient, ça se ramassait à New York quand... là, c'était Julianne Moore, puis Jeff Goldblum, puis là, il y avait des tyrannosaures. Le deuxième film, c'était pratiquement un remake de celui-là, de Lost World. Oui, tout à fait, c'est vrai. Les dinosaures s'éclatait, mais plus dans un manoir cette fois-ci. Ouais, puis il y avait le côté génétique. Bon, mais là, c'est pas un spécial sur Jurassic World, excusez. Hey, c'est pas grave, mais c'est quand même une série de films qui a bien des gens portent dans leur cœur. Le premier, là, pour vraiment finir, là, le premier Jurassic Park, c'est un de mes films favoris là, d'enfance. Je sais pas si ça a bercé mon enfance parce que j'étais quand même très peu heureux, mais disons plus début adolescence, là, ouais, ça a beaucoup marqué Steven Spielberg. Comme un bon... Dawson Leary de moi-même, là, dans Dawson Creek, qui trippe sur Steven Spielberg. Là. Ben, c'est moi, ça. Dawson et Spielberg. Ben, restons dans le registre de l'enfance avec une nouvelle offrande des studios Disney. Cette fois-ci, Encanto, qui parle de réalisme magique, si on peut ainsi dire. Que peux-tu nous dire sur ce film-là, mon cher? Ben, tout d'abord, en fait, on peut aller direct au synopsis. Comme tu as mentionné, ça se passe en Colombie. C'est suite à un drame. Il y a une jeune mère qui obtient comme une maison magique là, par la force d'une chandelle spéciale. Et depuis, chaque enfant et petit-enfant de sa famille, de leur arbre généalogique, obtient un don unique, un pouvoir magique. Puis il doit utiliser ce don-là pour le mettre au profit de sa famille et du petit village qui entoure leur maison. Et chaque enfant a un pouvoir, sauf Mirabelle. Donc, l'histoire tourne autour de pas son désir, mais un peu de son incompréhension de ne pas avoir de pouvoir comme les autres membres de sa famille, de se sentir un peu à part et tout ça. Donc, exact, mais c'est pas un personnage qui est comme jalouse ou envieuse nécessairement. C'est quelqu'un qui est très souriante, sympathique, empathique aussi. Fait que c'est vraiment la dynamique familiale. Puis un jour, ben, la magie commence à ternir. Fait que qui va résoudre le mystère pour protéger leurs dons et surtout l'unicité de la famille, si on veut. Donc, c'est un film très, très coloré, évidemment, vu que ça se passe en Amérique latine. Ça m'a fait penser visuellement à Coco. Ouais, on retrouve cette influence-là. Petit clin d'œil aussi en lisant, donc je parlais de réalisme magique, c'est un courant en littérature, donc les auteurs, c'était vraiment une lettre d'amour à l'auteur Gabriel Garcia Marquez, un auteur colombien évidemment très connu, et comme clin d'œil justement, il y a un papillon jaune qui joue un petit rôle dans le film vers la fin, qui est un clin d'œil à son roman 100 ans de solitude, alors c'était très très assumé comme clin d'œil. Derrière ce film-là, ben, c'est quand même deux réalisateurs qui ont donné un très bon film. Byron Howard et Jared Bush, qui sont connus pour Zootopia, entre autres, qui était vraiment très, très bon. Oui, ben, il y avait eu même l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016. J'ai noté aussi... Jared Bush a travaillé sur Moana également. Oui, comme scénariste. Exact. Puis Byron Howard a un peu plus de réalisation et de co-réalisation derrière la cravate. Là. Il était avec Réponse puis Volt. Fait qu'il est dans la famille Disney, là, pas les Pixar, mais il est vraiment dans
dans la gang des Disney Animation, comme tu disais. Et pour les chansons, parce que c'est une comédie musicale, il faut le souligner quand même, donc Oui, à l'image de La Reine des le Neiges. retour, c'est ça, exact, des chansons Donc, ne qui ont pu soyez bercer pas vos surpris. enfants. Ouais, donc c'est Lin-Manuel Miranda, vraiment une coqueluche d'Hollywood, évidemment connue pour sa comédie musicale Hamilton, également The Heights, dont a été tiré un film au printemps, au début de l'été, qui avait plus ou moins trouvé son public, malheureusement, malgré de très très bonnes critiques. Et c'est également lui qui avait créé les chansons pour Moana, donc assez solide, mais je dois avouer que les chansons m'ont laissé un peu sur ma faim. Pour avoir vu La Reine des Neiges, parce que j'ai une fille de cet âge-là, et à l'époque, quand les films sont sortis, maintenant c'est une ado. Donc, écoute, le premier Reine des Neiges, ça a joué en boucle, et dans l'auto, les chansons. Je trouvais que les chansons de La Reine des Neiges sont beaucoup plus entraînantes, mélodieuses, on embarque plus facilement. Je trouvais dans Encanto... Ouais, c'est plus des... C'est vrai que même moi qui n'ai pas vu les Reines des Neiges, là, on s'en parlait un peu, puis tu sais, les derniers Pixar et Disney, j'en ai manqué... plusieurs. Mettons, j'ai vu Zootopie, mais ouais, c'est ça, de Les Reines des Neiges, là, j'ai jamais vu ça. Mais je connais certaines chansons quand même. C'est vraiment des vers d'oreille. Ouais. Ici, il y a, comme tu dis, le côté le côté comédie musicale qui fait que les chansons expliquent beaucoup qu'est-ce qui se passe. Elles vont décrire, elles vont permettre... le film commence presque avec une chanson qui nous explique la famille Madrigal, puis leur arbre généalogique, les pouvoirs de chacun. Puis c'est très rythmé, c'est coloré, c'est super plaisant, mais je peux pas dire que je me souviens de la mélodie une fois que c'est sorti. Fait que c'est un peu le bémol, mais est-ce que c'est vraiment un problème lié au film? Non, pas du tout. C'est des chansons de très bonne qualité. Je trouvais même que plus le film avance, meilleures sont les chansons. Genre, j'ai trouvé de plus en plus intéressantes à chaque fois. Puis, c'est vraiment un très grand compositeur contemporain. Il y a aussi Lin-Manuel Miranda sur La Petite Sirène, mais le prochain en prise de vue réelle, ben, c'est encore lui qui est attaché aux chansons puis à la musique du film. Donc, si vous cherchez une sortie familiale en fin de semaine, écoute, c'est sûr que les enfants vont adorer. Là. Ben, c'est une réussite. Ouais, puis en côté peut-être parental, si je peux dire, ou adulte, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est plus non plus dans la quête là, de l'amoureux puis du prince charmant comme quand on était jeune, là, les Disney Original, les contes, c'était beaucoup ça. Là. C'est vraiment pas ça. On est dans les quêtes familiales. Comme tu as mentionné, souvent les Pixar, on va leur donner une espèce de mention intemporelle, universelle que tous peuvent aimer. Là, je t'avouerais qu'il est un peu plus, comme tu dis, familial ou enfantin. Un peu plus léger. C'est ça, plus léger, exact. Ouais. Même en tant qu'adulte, c'est un film que j'ai apprécié, mais on parle c'est des valeurs de la famille, de l'acceptation, de notre rôle, d'entraide, des choses comme ça, mais c'est sûr que ça vient pas nous frapper droit dans les sentiments, comme quand ça parle plus de la mort ou de la perte d'innocence de l'enfance ou des choses comme ça. Mais vous allez assurément passer un bon moment si vous sortez en famille ou si vous êtes fan de cinéma d'animation, comme on dit, là, c'est vraiment un film de très grande qualité. Oui, vraiment. Donc, vous allez sortir de la salle de cinéma avec le sourire au visage. Est-ce qu'on continue en chanson à ce moment-là? Ben oui, allons-y. D'un autre film où la musique est omniprésente et même un élément central. C'est ce fameux film Aline, inspiré de la vie de Céline Dion, de Valérie Lemercier. Qu'on ne présente plus, évidemment, une des stars comédiennes françaises. Ouais, depuis, comédienne de comédie, là, c'est justement, exact. Puis, c'est vraiment un ovni là, dans le paysage, Aline, parce que c'est un biopic, un film biographique, mais un peu non autorisé. Ben, c'est la vie de Céline Dion, mais vue par Valérie Lemercier. Disons ça comme ça. Ce n'est pas un film biographique. Elle observe les grands courants de la vie de Céline et elle l'interprète à sa manière, probablement comment ça aurait pu se passer. Donc moi, j'avoue, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais vraiment ri parce que je croyais tellement pas. Et puis là, les critiques ont commencé à sortir, mais elles étaient quand même assez positives. Oui, parce que le film a pris l'affiche en France il y a quelques semaines déjà. Et il connaît un bon succès d'ailleurs là-bas, donc ça m'a fait questionner, OK, mais il y a peut-être quelque chose. Et finalement... c'est un film qui est quand même assez intéressant. Donc, elle aurait pu se casser la gueule là, vraiment solide. Mais Valérie Lemercier se tire quand même bien d'affaire parce que je pense qu'il y a vraiment une sincérité dans sa réalisation. Exact. C'est vraiment fait aussi avec une bonne volonté et avec un vrai amour. Là. Elle doit vraiment triper sur Céline Dion. Fait qu'elle a pris un certain recul pour le faire, mais c'est fait de bonne foi. Il y a plein d'amour dans ce film-là. Là. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas du tout pour
pour planter Céline ou se moquer ou quoi que ce soit, même de créer un élément de controverse parce que c'est vraiment très, très classique dans la réalisation, dans la scénarisation, dans le propos. Seul élément dérangeant, on doit dire quand même, parce que c'est audacieux que Valérie incarne le personnage titre, alors qu'elle est française, mais que tout se déroule pratiquement au Québec. Et ça m'agaçait un peu, parce qu'elle essaie tant bien que mal d'avoir un accent québécois ou un espèce de français un peu international, là. Mais ça passe plus ou moins bien. Ça détonne beaucoup. Là. Ben c'est ça, c'est parce qu'elle va prononcer des mots à la québécoise, mais il y a toujours un fond d'accent de bout de bouche un peu français. J'ai arrivé à l'oublier, là. On a comme pas le choix, mais c'est sûr que c'est notable. Tout le reste de la distribution, c'est des Québécois. Mm-hmm. C'est Sylvain Marcel qui joue le rôle de Guy Claude, le René Angélil, finalement, là, le gérant. Mais il y a également Daniel Fichot qui joue la mère, Roch Lafortune, que ça faisait longtemps que j'avais vu au cinéma, d'ailleurs, en Papa Dieu. Il y a aussi Antoine Vézina, Sonia Vachon, Alain Zouvi. Fait que, c'est une belle brochette de comédiens. Mm-hmm. Le film a été tourné au Québec dans plusieurs des villes de la province. Aussi, c'est pas tant sur les chansons et la composition, d'autant plus que je veux pas y enlever, mais il me semble que Céline Dion n'a pas composé grande chansons, là, surtout des compositeurs puis des lyricistes pour elle. Mais c'est vraiment plus sur sa vie personnelle. Fait qu'on se gêne pas là, pour parler de la différence d'âge entre elle et entre son gérant, de l'amour interdit, caché, de quand ils ont essayé d'avoir des enfants puis que c'était difficile, et de sa vie de tournée de vedette internationale autour de ça. J'aime beaucoup aussi, on voit les époques avancer. Fait qu'on nomme pas comme un biofilm musical traditionnel là, de genre, OK, là, j'ai une idée pour une chanson, là, il faut vraiment faire un nouvel album. T'sais. On voit que la trame avance quand même rapidement au niveau de son succès, si on veut, puis la création de chansons. Mais tu vois les styles changer, puis là, ça me rappelait des pochettes d'albums, des photoshoots iconiques, des choses comme ça. Oui, qui reprennent très, très bien dans le film, dont évidemment la fameuse séquence prestation d'Aline ou Céline aux Oscars pour la chanson de Titanic. Ouais, exact. My Heart Will Go On. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de chansons de Céline au générique qui sont rechantées, mais je pense pas que c'est Valérie Lemercier. Là. Je pense pas non, c'était... là, j'ai oublié de noter le nom, mais non, c'est vraiment une chanteuse qui réussit bien, vraiment imiter, honnêtement. C'est ça, fait que tu sais que c'est pas Céline, mais que c'est imité, mais que ça a l'air d'être comme si c'était Valérie. Parce que si on avait eu Valérie Lemercier qui parle puis amener la toune, la voix de Céline Dion, ça aurait comme clashé, mais c'est comme si on était arrivé à mettre une interprète qui se situe entre les deux, quelque part. Fait que, c'est très bien pour ça. Mais, il faut quand même accuser que, vous l'avez vu si vous avez vu la bande-annonce, il y a un peu de de-aging au début. Là. On a comme mis la face de Valérie sur un jeune enfant pour comme la rendre plus jeune. C'est assez troublant. C'est assez troublant, mais c'est comme... Je sais pas comment expliquer. L'effet est bien fait. Oui. C'est-à-dire que c'est comme... il y a une qualité dans cet effet-là, mais quand tu connais le visage adulte de quelqu'un de genre 50 ans, c'est pas à s'y méprendre parce qu'à un moment donné, au fond de toi, tu le sais que cette personne-là a 50 ans, fait que c'est bizarre que son visage soit ainsi sur un enfant de 9 ans, 8 ans. C'est clair. Fait que l'effet est bien fait, mais le choc que ça fait est un peu percutant. Mais c'est pas 100% du film, là, c'est comme quelques minutes, puis on passe à autre chose. Là, fait que... Mais vous allez faire le saut, c'est certain, voyant cette séquence. Fait que c'est un objet, mais tu sais, j'ai ri quand il fallait rire, ou peut-être, à certains moments. C'est ça, non, c'est vraiment... allez-y pas nécessairement pour vous en moquer, parce qu'il y a beaucoup de qualité dans le film, fait que c'est pas ça non plus, c'est pas un fiasco. Si vous voulez absolument, je sais pas comment vous êtes super fan de Céline 100%, puis que vous êtes offusqué déjà à l'idée que ce soit pas elle puis que le nom soit changé, ben là, vous allez pas aimer ça. Mais si vous êtes juste curieux de revoir ou de voir une interprétation de ce, comme tu dis, aurait pu être tous ces moments privés de la vie de Céline, ben c'est super bien pour ça à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais comme tu l'as dit, c'est un ovni. C'est vraiment... curieuse d'idée, un pari quand même, on peut dire relevé à certains égards pour Valérie Lemercier avec son projet chouchou Aline. C'est ça, c'est une lettre d'amour finalement. Oui, tout à fait, oui, vraiment.
Parlons de lettres d'amour aussi. Il y a House of Gucci, la maison de Gucci, de Ridley Scott. Écoute, c'est un projet qu'il caressait depuis une vingtaine d'années lorsqu'il avait acheté les droits de ce roman de Sarah Gay Forden qui raconte vraiment, pas l'histoire de la famille Gucci, mais vraiment leur chute, la déchéance qui a mené à leur perte. Oui, exact. On commence le récit, on suit principalement Patrizia Reggiani, qui est jouée par Lady Gaga, qui est une étrangère un peu modeste, puis qui se marie avec le jeune fils de la famille Gucci, qui est joué par Adam Driver, qui est Maurizio Gucci. Puis elle a vraiment eu une ambition, c'est un peu une veuve noire qui voit qu'il y a de l'argent, qu'il y a du pouvoir dans cette famille-là, fait qu'il veut comme intégrer ça, puis aller mettre son grain de sel là-dedans. Là. Pas nécessairement pour mettre la bisbille, mais juste par envie de pouvoir. Bien qu'elle aime vraiment quand même Mauricio. Oui, donc, absolument. Oui, c'est comme son partner in crime, ouais, si on veut. Tout à fait. Donc, ce n'est pas juste une profiteuse, mais en plus d'avoir un réel amour, elle voit aussi tout le pouvoir En fait, que cette liaison peut amener. Exact, c'est qu'elle trouve que lui-même ne prend pas assez de place, puis qu'il y a des bonnes idées, puis qu'il devrait s'imposer davantage. Comme on dit, c'est une bonne germaine italienne. une maman qui contrôle. Écoute, ça rappelle peut-être le personnage de Maman Dieu dans Aline qu'on vient d'aborder. Fait que... ouais, c'est ça. Je trouvais que la bande-annonce laissait présager là, très criminel, mafieux. Mais on n'est pas Casino ou Le Parrain Non. ici. Là. C'est vraiment plus les jeux de pouvoir entre les membres de la famille puis leurs aspirations d'une maison de mode qui est déjà, quand on commence dans le récit, c'est déjà réputé, connu, extravagant. Pas extravagant, mais dispendieux puis pour la haute classe. Il y avait un prestige associé au nom, mais en même temps, à cette époque-là, ça allait mal financièrement. Gucci était comme pris entre son attachement au passé, un côté très classique, mais là, la mode évoluait, changeait, eux refusaient. C'est ça. Comme prisonniers de leur succès et de leur passé leur image de marque, peu. Puis tu le remarques parce que c'est encore les vieux bonhommes. C'est gros casting. Là. On a nommé Lady Gaga, Adam Driver, pardon. Mais c'est aussi Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. Mm-hmm. Puis il y a un caméo que moi je préfère garder surprise, une genre de diseuse de bonne aventure là, qui se lie d'amitié. Puis moi j'aime bien, en fait, parenthèse, là, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, il y a des comédiens et comédiennes que j'adore, mais j'aime bien me faire surprendre par des gens pas connus qui ont des rôles principaux, mais j'aime avoir des gens très connus qui ont des rôles secondaires. C'est comme la dichotomie entre les deux. Oui, vraiment. Donc cette femme-là, Patrizia, va finalement comploter pour faire tuer son mari. Donc, c'est pas un gros spoiler, là, parce que ça s'est déroulé en 1995. Donc, Maurizio Gucci avait été assassiné froidement devant les bureaux de l'entreprise. Donc, on suit vraiment leur amourette, comment ils se sont rencontrés. Ce couple-là s'est formé. Et évidemment, après, comment ils ont eu des problèmes, séparation, et ce qui a poussé finalement le personnage interprété par Lady Gaga là, a tué son ex-mari. Pour ceux qui... ces films-là historiques, il faut toujours faire un peu attention. Il ne faut pas prendre pour du cash non plus tout ce qui se passe à l'écran, parce que là, je suis allé fouiller, je suis allé gratter un petit peu parce que, bon, vu mon âge dans la quarantaine, je me rappelais que c'était déroulé de quoi là, dans ces années-là, mais autre que ça, je ne me rappelle pas plus de tous les détails. Et finalement, on a pris quand même beaucoup de liberté avec la ligne du temps dans le film, donc beaucoup de changements, même si certaines choses ou certaines grandes lignes de leur histoire demeurent véridiques, là, mais faut faire attention. Ouais, puis comme tu mentionnais aussi, on n'abuse pas le needle drop, comme j'expliquais, là, l'abus de chansons populaires. On en parsème, disons, suffisamment. Mais tu mentionnais que c'est pas les bonnes années, les bonnes époques exactement. L'époque, mais pas les années concordent pas souvent. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une drôle d'utilisation de musique, probablement plus pour créer une ambiance, mais le meilleur exemple que je peux sortir, c'est la chanson Fate de George Michael, qui est sortie de mémoire, c'était 85 ou 86. Et puis finalement, on l'utilise, si vous voulez, être au début des années 80, je pense, ou peut-être 81-82, lorsqu'ils se marient. Donc, fait qu'il y a des incongruités comme ça. C'est comme si sur les chansons populaires, c'est donné un jeu de 5-10 ans pour dire, c'est cette période-là, puis ça colle bien. Fait que...
Donc, mais quand même une réalisation assez flamboyante de Ridley Scott. Évidemment, on utilise beaucoup d'opéra. Donc, écoute, c'est sûr qu'à certains moments, là, ça peut tomber un peu dans le cliché, mais ça va bien avec écoute, les personnages plus grands que nature aussi. Donc, je pense que ça se veut aussi visuellement dans la réalisation de Ridley Scott. Peut-être à mentionner quand même, je disais tout à l'heure que ça faisait plusieurs années qu'il voulait amener ce projet-là au cinéma. Il ne voulait pas toujours le réaliser. Donc, à une certaine époque, c'était sa fille, Jordan Scott, qui voulait faire le film avec Penelope Cruz dans le rôle titre. Et Wong Kar-wai aussi a été longuement attaché au projet avec Margot Robbie dans le rôle de Patricia Reggiani. OK, c'est comme plus récent comme ça projet. Ça date 2016, 2015, 2016. Ce qui aurait été quand même curieux parce que elle n'est pas italienne. Au moins, Lady Gaga elle a quand même des origines italiennes. Donc, je pense que visuellement, c'est plus crédible. Mais d'ailleurs, petit potin, je trouvais ça très drôle parce que la coach des dialectes, donc beaucoup quand on filme des films qui se déroulent dans d'autres langues. Donc, les comédiens, ils ont accès à un professeur de coach pour bien apprendre à prendre l'accent, finalement. Et donc, celle qui travaillait sur le film a trouvé que Lady Gaga, finalement, faisait un accent plus russe qu'italien. Ils l'ont replacé, ils l'ont recadré un peu. Ouais, je sais pas, en tout cas. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'on mentionne, c'est Ridley Scott. Si le nom vous dit de quoi, il a fait plein de films, mais c'est lui qui a fait Le Dernier Duel avec également Adam Driver au début du mois d'octobre. Puis, c'est son année aussi pour les drôles d'accent, là. C'est-à-dire que là, on avait Le Dernier Duel, ça se déroulait en France, fait que c'était des Américains qui se donnaient des semi-faux accents qui avaient l'air français. Puis là, il y a une bonne partie du film qui se passe en Italie. Des fois, on est à New York puis aux États-Unis ou même en Suisse, mais les Italiens parlent entre eux en anglais avec des accents italiens. Fait que c'est vraiment le traitement américanisé d'une histoire italienne, si on veut. Là. Évidemment, on retrouve Pacino quand même, mais Adam Driver fait un très très bon travail, mais il n'a pas d'origine italienne. Même sur Jeremy Irons, on va chercher un Britannique pour jouer le frère de Pacino, et ça se sentait dans son accent, là, qu'il y avait des petits relents de British. Mais bref, si vous aimez ce genre de film-là, je pense que vous serez comblé. C'est très divertissant. Ce n'est pas un grand film. Là. Ça ne va pas révolutionner l'histoire. Je pense pas qu'il va être nominé dans les catégories prestigieuses des Oscars, à part peut-être Lady Gaga. Ouais, exact, c'est ça, j'allais dire. Elle est très bonne. C'est quand même comme le personnage principal. Elle, Adam Driver, c'est qu'on voit le plus, mais surtout elle. Elle est une force de nature, là, disons-le, dans le film. Écoute, je pense que ce serait peut-être la comédienne. Elle avait-tu une nomination pour Star is Born comme comédienne? Ça, je ne me rappelle plus. Écoute, je pense que oui. Donc, si c'était le cas, ce serait peut-être la première, avec ses 2 premiers films consécutifs, d'avoir des nominations aux Oscars. Ce serait quand même quelque chose. Mais non, mais à voir pour les comédiens. Écoute, ils sont très efficaces, là, même si Pacino, évidemment, finit toujours par jouer du Pacino. Il y a toujours sa fameuse scène où il éclate, il se fâche, il monte le ton. Jared Leto, qui aime toujours les rôles excentriques et qui aime toujours changer d'apparence, écoute, il est fidèle à lui-même aussi dans un rôle méconnaissable. Ouais, exact. Des fois, on se demande, pourquoi vous prenez c'est probablement parce qu'en casting, il s'est démarqué dans son interprétation, mais tu prends un acteur pour le changer physiquement complètement, mais il est en rôle quand même secondaire. Fait que il aurait pu prendre quelqu'un qui avait plus ce look-là, mais en tout cas, c'est le jeu du cinéma, c'est le jeu de l'acting, finalement. Donc, House of Gucci, au traitement plus Dynasty que Downton Abbey, donc ça peut vous donner un portrait. Je trouve que c'est ça, le titre français, la traduction est quasiment mieux, parce que House of Gucci, c'est vraiment la maison de mode Gucci, alors qu'au Québec, on l'a traduit par la saga Gucci, puis c'est plus ça, parce que ça sera pas tant l'histoire de la maison Gucci et tout, c'est vraiment plus pendant une trentaine d'années, qu'est-ce qui se passe de une vingtaine d'années, là, tu sais, ça, jeu de pouvoir, de coulisses, de prise de décision et autres. Fait que c'est une petite saga. Tout à fait. Sinon, 2 autres petites offrandes. Un dans un tout autre registre. On retourne à la franchise Resident Evil. Oui, absolument. Tantôt, on mentionnait d'entrée de jeu qu'il y a un peu d'horreur pour les fans en fin de semaine. Oui, c'est la série de jeux vidéo Resident Evil avec Resident Evil 2. Bienvenue à Raccoon City, Welcome to Raccoon City en version originale, qui mélange horreur-action. Là, on n'est plus avec le Paul W. Anderson puis Mila Jovovich. Là, on recommence, on retourne plus proche du jeu vidéo. C'est comme la première fois qu'on arrive à Raccoon City.
où le géant pharmaceutique Umbrella Corporation comme dirige la ville. Là. C'est comme la grosse compagnie qui est là, mais évidemment, il y a des problèmes, puis la compagnie quitte la ville, puis il y a une bande de joyeux lurons là, qui arrivent là, puis commence à avoir des zombies. Là. Je pense pas que c'est un spoiler de la série. Non, il y a des créatures étranges et zombifiques et des chiens méchants sur leur parcours. Ben, l'attrait pour les fans, je pense, c'est d'avoir justement une première offrande, un premier film qui est beaucoup plus collé sur l'esthétisme des jeux, beaucoup plus horreur. Quand même réalisé par Johannes, je pense, je sais pas, je le prononce bien, Johannes Roberts, qui nous avait donné, 47 Meters Down, qui sont pas des grands films d'action, là. Mais en même temps... c'est des films plus marginaux, mais ouais. comme des suspens, comme ça, là, pris parmi les requins sous la mer. Mais tu sais, on va toujours chercher un peu des besogneux pour ce genre de film. Ouais, on s'entend pour garder c'est les le genre budgets. C'est ça, le projet vient du studio, il vient pas de quelqu'un qui avait nécessairement une bonne idée sur papier. On a dit, hey, on serait dû pour relancer notre franchise, trouvez-moi des bons writers, un bon réal, puis il y a pas de grandes vedettes non plus parmi les comédiens. Non. Mais si vous voulez un film sympathique, horreur, ou si vous êtes fan de la série de jeux puis que les films, vous avez trouvé comme la plupart qui déraillaient de film en film, ben là, on recommence au début. C'est pas certain si on veut, justement, puisque les personnages sont pas tant connus, ben pas les personnages, mais les comédiens, là, si on veut installer un nouvel univers que plus avoir une offrande en elle-même, ce qui est quand même mieux des fois que se perdre justement dans les grandes suites et autres. Alors... Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. T'as-tu joué aux jeux vidéo, toi? J'ai jamais joué. J'avais un ami, par contre, qui était très, très accro, mais moi, je suis pas très jeu vidéo dans la vie. En général, non? Ouais. Okay. Toi? Non, ben, okay. C'est... je pense que je vais dire ça à chaque épisode. J'étais ben trop peureux quand j'étais jeune, là, fait que... À 12, 13, 15 ans. Non, c'est ça. Moi, j'étais plus jeu de plateforme et course. C'était plus Mario Kart. Ouais, c'est ça. Là. Ben, j'avais un PlayStation, fait que c'était... Crash Bandicoot et ce genre de trucs, mais non, pas Resident Evil. J'aurais pas dormi de la nuit. Mais dans les autres sorties, et ça, je dois dire, c'est un peu mon petit coup de cœur peut-être de la semaine, un peu comme quand on vous parlait de Boîte Noire il y a quelques semaines. Et c'est le drame criminel français Seules les bêtes de Dominique Moll, qui est une adaptation du roman de 2017 là, du même titre de Colin Neal. Alors, c'est une femme qui disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, on retrouve sa voiture sur une route où coïncident là, les chemins de quelques fermes isolées. Puis alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 5 personnes se savent liées à cette disparition. C'est pas une enquête policière classique. En fait, on ne suit pas les policiers dans cette recherche-là. On suit plutôt les différents protagonistes et différentes personnes du voisinage. C'est donc un film choral, là, fait qu'on appelle aussi là, des destins croisés. Fait qu'on va suivre chacune des personnes. Des fois, tu vas revoir une scène, mais là, tu vas la voir de l'autre angle de l'autre personne. C'est pas non plus trop confus. Là. Le début, on croise un petit peu, mais après, ça se met à être... un genre de 20 minutes par personnage, qu'on voit l'évolution, qu'on comprend qui est mort, où s'est promené le cadavre, des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment aimé ça. Ça peut rappeler aussi un peu Les Oiseaux Yves qu'on a eu récemment, si vous l'avez vu, qui était aussi un genre de film choral, mais là, vu que c'était tout le monde de la même famille, on dit moins choral dans ce temps-là, en tout cas, mais puis qui exprime bien quand même la solitude rurale là, à la campagne, si on veut. Ici, on est dans le massif central de la France, fait qu'il y a quand même de la neige, c'est assez... Esthétiquement, rude. c'est intéressant. Ouais, c'est beau, mais c'est quand même rude comme climat aussi, si on veut. Là. C'est pas Jojo. Là. Fait que, puis il y a quand même une bonne palette d'acteurs. Il y a Laure Calamy, là, qu'on voit dans beaucoup de choses. Là, pour plusieurs, elle a été connue dans 10%, là, la série Call My Agent, qui était aussi dans Antoinette dans les Cévennes au printemps dernier, dans vraiment plein de films. Et il y a Denis Ménochet, que j'aime beaucoup. Et plusieurs autres comédiens connus comme ça. Et le film nous transporte là, même jusqu'en Afrique et tout. Ouais, non, j'ai vraiment aimé. Si vous aimez cette vibe-là, qui est, comment on dit ça, pas tout à fait policier, très polar, exactement, là, très un peu noir. Puis, j'ai que de bons mots sur ce film. Excellent, excellent. Alors, peut-être un petit bijou à découvrir, justement, pour ceux qui aiment le cinéma étranger. Et voilà. Et c'est ce qui conclut cet épisode du Balado. La semaine prochaine, ça ne sera pas une grosse semaine de
On est à la diète, là, ouais, après c'est ça, de l'action de sorties grâce. mouvementées. Ça va venir plus les semaines suivantes, là, en approche du temps des fêtes et des grosses... et du dernier droit avant les Oscars. Mais la semaine prochaine, on aura entre autres Benedetta, qui est quand même le controversé film, en fait, ils le sont presque tous, de Paul Verhoeven, qui mélange religion et sexualité. Mélange explosif. Ouais, c'est ça. J'essaie de poser poliment cette question-là. Pas nécessairement c'est des choses qui t'attirent, mais toi, les films controversés... Ouais, j'aime ça généralement. Je dois avouer que j'aime bien Verhoeven, même si j'aime pas toute sa filmographie, j'ai toujours une curiosité d'aller voir quand même ses films, et même Showgirls, je dois avouer. Ouais, c'est ça. Moi, c'est... si on fait une petite parenthèse, voyons celui là, qui se bataille contre des insectes là, sur... Starship Troopers. Ouais, lui, je l'ai jamais compris. Il y a du monde qui crie au génie, puis je pense que j'ai pas compris le ton de ce film-là, malheureusement. Mais écoute, on pourra réaborder toute sa filmographie la semaine prochaine. On va avoir le temps. Entre autres. Alors, d'ici là, si vous voulez nous contacter, écrivez-nous comme d'habitude, balado@monciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Il est disponible en version numérique et physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, et puis, en terminant aussi, juste rappeler cet épisode spécial qu'on a dédié à L'Arracheuse de temps, film de Francis Leclerc. Donc, allez voir cet épisode spécial où on a en entrevue Francis, également plusieurs comédiens du film. Donc, vous en apprendrez plus sur les coulisses de la production. Alors, allez écouter ça. Oui, exact. Ben, en fait, allez voir L'Arracheuse de temps. Oui. Ensuite, écoutez-nous. Puis, troisième étape, si vous voulez, écrivez-nous pour nous jaser. Ça va nous faire plaisir. Et sur ça, bien, merci Patrick. Merci à toi. Bonne semaine.